Bonjour, chers amis de Canal 10, amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver comme tous les samedis pour cette émission Culture Business, une émission qui parle économie, qui parle développement, qui parle stratégie. On fait aussi le point sur les organisations professionnelles, savoir quels sont le pouls des différents secteurs, les filiales, comment tout cela fonctionne, comment les acteurs de l'économie se portent, quel est leur ressenti, est-ce qu'ils vivent bien, est-ce que la Guadeloupe va s'en sortir, est-ce que les différentes crises successives ne nous ont pas trop affectés, hein, Steve? Est-ce qu'on arrive au niveau des finances, on s'en sort, hein, français, mais est-ce qu'on utilise les bons stratèges, les bonnes stratégies? Mais voilà, cette émission, c'est un rendez-vous pour se poser ces bonnes questions. Et on essaie de poser ces questions en toute convivialité et en toute bonne humeur. Voilà, avec notre équipe, une équipe pluridisciplinaire où moi-même, des fois, quand je les regarde, il y a tellement de compétences que je ne sais plus où me mettre. Je me dis, wow. Ouais, je ne sais plus où me placer. Bon, voilà. Je remercie aussi nos techniciens qui sont là, les réalisateurs Jordan et puis Monsieur Yann, qui nous accompagnent depuis le début, qui nous donnent des conseils parce que nous aussi nous avons besoin. Depuis 3 ans, on les félicite pour la qualité de leur travail. Merci messieurs. Alors aujourd'hui nous allons parler des impôts, un sujet qui fâche. Les impôts pour les entreprises. Les entreprises sont-elles prises à la gorge? Est-ce que l'État, est-ce qu'on travaille pour l'État? Est-ce qu'à est passé? Est-ce que voilà? On va se poser toutes ces questions aujourd'hui avec un spécialiste, M. Fauvert-Savant, qui est inspecteur des impôts, qui doit nous rejoindre, qui aura du retard, mais qui sera bien là. Donc je sais que beaucoup vont commencer, on va mettre les numéros de téléphone s'ils veulent nous appeler, c'est une émission interactive. Donc une fois n'est pas coutume, mais on va, avec Jordan, vous aurez la possibilité on va mettre le numéro justement, d'interagir avec nous, poser toutes vos questions, si vous avez une question, une observation. Alors aujourd'hui, on va parler des impôts. Très bien. Francine, comment tu vas? Je vais très bien. J'aime beaucoup ta tenue. Merci beaucoup. Tu veux montrer à nos téléspectateurs? Je vais déjà remercier Elena Boutique, parce que c'est chez elle que je m'habille. Et c'est très vieux. Et ce qui est agréable, c'est qu'on peut... T'as vu les mains dans les poches et tout? Voilà. On dirait une ministre africaine et tout, non? C'est joli, hein? C'était pas prêt. Je n'étais pas prête pour ça, mais enfin, bon, bref. Ça tient pas chaud, non? Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est quelle matière, ça? Je peux pas te dire. C'est pas mon métier. Mais en tout cas, j'aime bien. C'est agréable à porter. Touche un peu, Steve, c'est léger. Vas-y, tu peux. C'est très léger. Ouais, franchement, c'est léger. Et j'ai acheté cet ensemble précisément pour faire des conférences, donc comme j'en fais habituellement. Très bien. En tout cas, j'espère que tous nos téléspectateurs se portent bien. Merci encore de nous accueillir chez vous pour qu'on puisse passer 45 minutes ensemble. Et on va parler de notre pays. Voilà. On va parler de nous. Voilà. Alors, broche les autres, c'est très bien. Merci beaucoup encore. Très bien. Steve, comment tu vas? Oui, bonjour Patrice. Oui, mais j'allais bien. Il sort de chez le coiffeur. On est là, on tient là. Oui. Oui, donc bon, cette semaine un peu mouvementée puisqu'on c'était la semaine des déclarations de TVA. Donc, j'ai fait une heure du voilà, donc ça bosse dur. Combien de clients tu t'occupes à peu près? À peu près, off, côté environ entre 450-500 clients. Après, on a des départs, on a des entrées. Donc, 450 clients? Ouais, à peu près, ouais. Wow. Et vous arrivez à gérer tout ça? On essaye, hein, c'est un travail énorme, c'est un travail colossal. Puisqu'en fait, on fait la partie accompagnement, mais on a le suivi comptable, établissement des déclarations fiscales, suivi social, régler les problèmes. Donc, en fait, on gère des problèmes toute la journée. Donc, et ton numéro de téléphone, tu réponds? Parce qu'il y a des comptables qui ne répondent pas au téléphone. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi, vraiment? Moi, j'ai une technique, en fait. Bon, mis à part, j'ai mon secrétariat. Mais les Guadeloupéens, en général, ils aiment la proximité. Moi, j'ai une technique, je passe par WhatsApp avec les systèmes de messages. En général, je demande aux clients plutôt, lorsqu'il y a vraiment une urgence, lorsque ce n'est pas une demande compliquée, de m'envoyer un message sur WhatsApp ou par SMS, ou bien sinon, je demande de m'envoyer un message et de me rappeler. Et je rappelle en fin de journée.
D'accord. En fait, la problématique, c'est que on a, en gros, on est productif à les 4-5 heures dans une journée, au gros maximum. Donc, pendant ce créneau-là, on doit profiter pour produire, établir les états financiers ou bien réaliser des entretiens avec les clients. Et donc, c'est à partir en général j'essaie de faire en sorte qu'à partir de 16h, 17h, soit effectivement faire des rendez-vous ou bien rappeler les clients. Mais effectivement, hier, j'étais en blackout. Hein. Hier, j'ai éteint mon téléphone. Hein. J'étais obligé. Très bien. C'est dire que comment les impôts, ça tracasse les gens, même les experts comptables. Oui, parce que passer un délai après 18h, c'est pénalité. C'est clair. Hein. Ouais, donc après, la pénalité, c'est pour toi. Ouais, et pour le client surtout. Alors, on fait en sorte que ça, je fais en sorte que ça ne soit pas pour moi. Mais en plus, actuellement, les déclarations sont gérées par des serveurs en France. Donc, pour faire annuler les pénalités, c'est la croix et la bannière. Donc, c'est pas comme avant, on faisait un courrier et puis voilà. C'est plus comme avant. D'accord. On attend notre ami courrier. Alors, justement, je vais profiter de cette première partie pour. Il y a une affiche que je voulais vous montrer. Si Jordan arrive à la mettre, une affiche concernant l'illettrisme, mais oui. Je voudrais vraiment qu'on en parle parce que c'est important. Et puis, on a aussi tout un... Je vais remercier tout le monde parce qu'on a plus d'une dizaine de messages qui nous sont venus sur les impôts, des questions précises qu'on va poser à notre invité dès son arrivée, d'avoir des questions précises et aussi des réponses précises. Voilà, vraiment, cette émission doit être ultra pédagogique. Alors, justement, donc, dès que Jordan est prêt pour l'image, on va mettre ça. Donc, voilà. Donc, c'est une structure qui s'appelle l'UDCSF et qui met en place une formation de 3 mois concernant l'illettrisme. Alors, l'illettrisme en Guadeloupe, c'est 20% de la population. C'est énorme. L'illettrisme, c'est quoi? Des fois, on pense que c'est juste les gens qui ne savent pas lire et écrire, s'exprimer, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi des gens qui vont lire un document, qui ne vont pas le comprendre. Il y a des gens qui ne savent pas lire une facture EDF. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre la substance d'un document. Ça veut dire que quand ils reçoivent un courrier, ils essaient de lire le courrier, mais ils n'arrivent pas à comprendre la substance du courrier. Donc c'est très grave. C'est-à-dire c'est un véritable handicap, si je peux utiliser ce mot entre guillemets, et parce qu'on est dans une société où tout est numérisé. On est dans une société où tout est digitalisé. Donc vous arrivez, comment vous faites quand vous n'arrivez pas à comprendre un courrier ou une notification que, par exemple... Moi, je trouve que cet handicap-là, que l'illettrisme, vient s'aggraver avec l'handicap au niveau informatique. Voilà, l'électrolyse, ça s'appelle l'électrolyse. Si en plus on ne sait pas lire, ou on lit difficilement, c'est encore plus difficile. On va faire ne serait-ce que simple chose, ADF, eau, électricité, tout ça, c'est maintenant dématérialisé. Donc, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Ça. Et c'est vrai qu'au cours de ma carrière, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, j'avais reçu une dame, justement du Lamentin, qui avait 70 ans, et qui m'a sollicité du coaching, et elle ne savait pas lire à 70 ans, et elle voulait absolument apprendre à lire. Et elle a réussi exactement. Et à 70 ans, elle a réussi à apprendre à lire. Elle était heureuse parce qu'il y a une nouvelle vie qui commençait pour elle en fait. Elle dépendait plus de son mari, de ses enfants pour lire les courriers, tout ça. Mais elle a eu une vie extraordinaire après. Elle a fait plein de choses après. Ouais, mais justement, ça ouvre des portes sur des projets. C'est ça. Et ça permet, parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas en capacité d'être autonome, vous prenez un bus, vous ne savez pas lire un panneau. Vous êtes obligé de demander. Chaque fois, vous êtes obligé de demander. Vous avez une dépendance qui s'installe à chaque fois. Et puis même au niveau de l'estime. Voilà, c'est ça. Surtout, ça touche à l'estime de soi. Donc voilà, l'idée, c'est comme ce document-là l'indique, c'est-à-dire que trop de personnes souffrent en silence, aidons-les à retrouver dignité, confiance en eux et à réaliser leurs projets. Donc l'idée, vous appelez le numéro. Donc il y a des cours au niveau de la commune de Sainte-Rose, au niveau des Abîmes aussi, il y a 2 points. Ce sont des cours gratuits. Et donc, vous qui écoutez cette émission, qui pensez à quelqu'un, inscrivez la personne, proposez-lui, inscrivez-la, tout en respectant sa dignité, tout en respectant, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de pudeur chez nous. Tu as parlé des personnes âgées, mais il y a beaucoup de très jeunes qui sortent du système scolaire sans savoir lire et écrire. C'est très, très grave. Voilà. Ouais. Moi, ça te fait rajouter, c'est que à Casanou, il y a dit grand monde pas honte.
Donc, même si ou grand, ou petit, ou moyen, ou vieux, pas ni pas honte, parce que ni des outils là pour apprendre à lire, alors, Voilà. composer le numéro là. Voilà. Et surtout, c'est des gens, ces professeurs-là, c'est des gens qui ont recruté aux capacités d'écoute. La bienveillance. D'accord? Aussi. C'est bienveillance, il faut savoir faire psychologie aussi, parce que chaque monde a un parcours de vie. Il y a des gens qui, c'est peut-être, ils n'ont pas de comprendre l'école, ni ça, par exemple, ils sont obligés de travailler, puis bon, chaque monde a une histoire de vie. Et donc là, voilà, oui. Patrice, ça me parle tellement ce que tu dis, parce que dans ma famille, mon père, quand il a rencontré ma mère, il ne savait pas lire et écrire. Et mon père a eu un parcours exemplaire qui a inspiré nombre de Guadeloupéens. Et c'est ma mère et le premier fils de ma maman qui lui ont appris à lire et écrire. Et il a fait une superbe carrière. Donc, c'est à la maison. À 20 ans, oui, c'est à la maison, avec mon frère qu'il a appris. Et il n'avait pas du tout honte. Il était avec nous sur la table, on faisait les devoirs. Il ne comprenait pas toujours, mais il était là. Et il assumait son rôle de père. Donc, c'est important dans un couple, c'est important dans une famille de savoir lire et écrire. Ouais, très bien. Alors, l'électronisme aussi, donc là, je crois que en France, c'est 17%. Donc, si vous imaginez, parce que là, l'électrisme en France, c'est 7%, en Guadeloupe, c'est 20%, et en Guyane, c'est encore pire. À Mayotte, c'est encore pire. Alors, l'électronisme, vous avez aussi à peu près, si on est autour de 17% en France, on est pratiquement autour de 30% de gens qui n'arrivent pas à utiliser un ordinateur, qui n'arrivent pas à utiliser un téléphone. Voilà. Alors que maintenant, on parle de dématérialisation, et même pire, depuis le Covid, il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui maintenant n'ont plus les fameux guichets là. Si vous ne savez pas lire et écrire, comment vous faites pour aller au guichet? Mais là, ils ont enlevé les guichets. Maintenant, ça doit se passer par Internet. Donc, et pour les entrepreneurs, ce n'est pas évident. Voilà, c'est très, très compliqué. Parce qu'il n'y a plus de CFE physique, il faut prendre rendez-vous sinon. Mais tout est dématérialisé. Il y a des termes techniques. Si on ne connaît pas, et on est perdu en fait. Regardez, même quand vous allez dans certaines enseignes, même à la caisse, on vous dit de passer devant un appareil et vous devez suivre ce qui est marqué. Donc, on arrive dans quelque chose et ceux qui sont à la traîne, ils sont dans un vrai souci. Donc voilà, il y a des solutions, il n'y a pas de fatalité. Pas une question de... Voilà, il faut s'adapter. Ce sont des cours qui sont adaptés à votre niveau. Voilà. Donc François, mais comment ça se passe en attendant notre invité? Comment ça se passe pour les entrepreneurs inarrêtables? Eh bien, on a toujours notre masterclass qui débute lundi. On a encore des places. Donc si vous voulez, vous êtes intéressés, c'est une masterclass qui s'appelle « Gagner plus d'argent, c'est possible ». Elle est sur 4 jours. On sera ensemble pendant 4 soirées, de 18h30 à 21h en ligne. Donc, d'ici de la Guadeloupe, j'ai une dame qui s'est inscrite de la Martinique et que je remercie vraiment. Et en fait, de quoi on va parler? On va parler de... Parce que souvent, j'entends les entrepreneurs qui disent « C'est compliqué de gagner plus. C'est compliqué de me... payer vraiment complètement comme je veux. C'est compliqué de développer une vraie rentabilité. » Alors là, pendant ces 4 jours, on va développer des stratégies. Et la particularité de cette masterclass, c'est que c'est la seule masterclass en francophonie où on va, sur le même événement, parler aussi bien du money mindset, donc l'état d'esprit pour gagner plus d'argent, mais aussi sur la stratégie organisationnelle, c'est-à-dire le management des équipes, des partenaires, des fournisseurs, comment faire, et la stratégie financière, et aussi la stratégie commerciale, en même temps. Donc, on a sur un même événement les 4 vraiment pans, les 4 piliers pour développer vraiment une société. Franchement. Donc, il y a encore des places. Ceux qui veulent, alors ils ont qu'à aller sur ma page directement. Si c'est sur Instagram, c'est les.entrepreneurs inarrêtables. Et ils ont un lien dans la bio, ils cliquent dessus, ils se laissent guider et ils prennent leur place. Ça commence lundi à 18h30. Donc j'encourage vraiment, si vous en avez marre de galérer, c'est le moment. Il y a encore des possibilités. Parce que trop souvent on entend, c'est compliqué, c'est difficile. C'est tellement négatif en fait l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui qu'on se laisse entraîner et on se dit aussi, comme tout le monde, c'est compliqué, c'est difficile. Et moi je pense que c'est pas possible. Il y a des possibilités, c'est possible d'y arriver. Le tarif? Alors le tarif, 384 €. Donc j'ai vraiment fait un prix vraiment minime pour 4 jours, pour 10 heures d'accompagnement avec des tips. Alors, il faut dire quand même que dans cette masterclass, je ne vais pas seulement partager ça, mais aussi je vais partager mon expertise de plus de 20 ans sur le terrain, ici en Guadeloupe, mais aussi au national et dans la Caraïbe.
Et on aura avec moi, il y aura une spécialiste du mindset qui sera là. C'est Chris Caricula, qui est une coach spécialisée dans cela. Donc, c'est vraiment, vous aurez des experts. Le but d'une masterclass, c'est ça. C'est de venir avec ces problématiques, avec ces interrogations et de trouver des réponses concrètes et pérennes pour sa structure, en fait. Donc, c'est vraiment le moment encore idéal. Vous avez encore jusqu'à lundi pour vous inscrire, mais faites vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Portez-moi neuf. Mais vraiment, portez-moi neuf. Mais ils peuvent m'appeler aussi sur le téléphone s'ils veulent après l'émission au 06 90 63 51 90. Voilà. Très bien. OK. Alors, justement, il y a une structure qui a fait son arrivée en Guadeloupe. Je vais essayer de voir si on peut vous passer la vidéo. J'avais demandé ça à Jordan tout à l'heure, dès qu'il aura terminé. C'est une structure qui est en Martinique et qui faisait... ça s'appelle l'Académie Parallèle. D'accord? Donc, c'est une structure qui fait tout ce qui est imagerie 3D. Donc, ils ont fait ouvert une école en Guadeloupe. Donc, ce sont des jeunes qui sont... qui sont diplômés de grandes écoles partout en Europe et qui sont revenus au pays, s'installer et ont décidé de former à leur tour des jeunes. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on parle de tout ce qui concerne notre imaginaire, le monde du dessin animé. Donc, il ne faut pas oublier qu'une génération comme la nôtre, Steve est un peu plus jeune. Steve il était en culotte courte. Nous, on regardait le Club Dorothée. Pour ceux qui connaissent, tu vois, nous, on est de la génération Dorothée. Les Jordan n'étaient pas nés encore. C'est vrai. Si vous allez sur Internet, tapez Club Dorothée, vous allez comprendre notre misère. Donc, c'est-à-dire qu'on a été baigné dans ça. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui ne ressemblent pas. Ouais. On avait des dessins animés qui ne parlaient pas de nos vies, de nos histoires. Et donc, notre génération, les jeunes d'aujourd'hui, auraient ou auront la chance, et c'est ça l'enjeu. Donc, on va inviter ces personnes à venir nous voir parce que c'est très, très, très important que nos jeunes comprennent que c'est déjà, premièrement, économiquement, c'est très porteur. Le monde des dessins animés, vous avez vu les chiffres par rapport aux différentes... parce que souvent, on voit le monde de Disney, on voit les grandes salles, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'informel, il y a aussi les documents qui sont en téléchargement sur des plateformes, qui eux aussi fonctionnent très bien. Donc, il y a cette manne énorme. Beaucoup de parents, beaucoup d'enfants n'ont pas d'outils ressources pour, par exemple, connaître Caillon Sapoti. Il peut y avoir un dessin animé sur ça, il peut y avoir un dessin animé sur la faune, la flore, nos personnalités, etc. Donc, il y a un marché immense. Et donc, ces jeunes, il faut absolument qu'on les fasse venir ici, même si on les traîne. Ils doivent venir dans notre émission parce qu'on doit parler de ça. Ces formations-là, ce sont des métiers d'avenir. Et on peut imaginer, il y a déjà un dessin animé qu'ils ont produit, qui est très intéressant. Donc, ils vont produire des dessins animés, faire des publicités, etc., avec notre imagerie, nos imaginaires, nos contes et légendes, etc. Donc, c'est un enjeu colossal. Moi, je dis, l'intelligence artificielle est là, elle est bien là. Ceux qui ont des problèmes informatiques de base, ça sera encore plus compliqué. Donc, il faut vraiment rattraper et ne pas se laisser surpasser par toutes ces nouvelles technologies. Il faut se tenir informé. Il faut y aller. Et c'est un marché novateur, c'est ça qu'il faut dire aussi. C'est pas juste le côté militant. C'est un vrai marché parce que c'est la Guadeloupe, c'est la Martinique, c'est la Guyane, c'est la Réunion, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi toute l'Hexagone, c'est aussi le marché haïtien. En fait, partout il y a des noirs, en fait. Voilà. Donc c'est un marché très, très, très porteur. Surtout qu'en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup de ressources. Et il faut savoir que ça coûte extrêmement cher à financer les projets de dessin animé. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée, puisque le marché est totalement vide en Guadeloupe et tout est à faire. Aux Antilles. Exact. Tout est à faire. On va partir du côté du téléphone avec monsieur François Pellécuyer. Allô, François? Bonjour, monsieur Jean. Comment ça va? La vie est presque belle. Oh là là, déjà, on approche de l'excellence. Elle est presque belle, c'est pas mal. On regarde l'espoir alors, hein? Eh bien, c'est bon. Alors, je rappelle que tu es le président de... L'Union des services et commerces Pointois. Très bien. Alors, l'objet de cette rencontre, de cet appel, c'est une pétition qu'on va mettre à l'image, que vous avez initiée. C'est bien ça? Est-ce que tu peux expliquer un peu les raisons de cette pétition? La raison, elle est toute simple. Vous m'entendez là? Très bien, vas-y.
Alors, les raisons, elles sont toutes simples. Hein. Suite à un communiqué de Cap Excellence, du président de Cap Excellence, qui nous faisait entendre qu'ils ont demandé une délégation de 10 ans pour la gestion du parking Quai Lefebvre et qu'il semblerait que pas de réponse leur a été donnée. Il est évident que ce parking Quai Lefebvre, 547 places de disponibilité en toute gratuité, si demain elle venait à nous disparaître, serait fort préjudiciable pour l'activité entrepreneuriale de la ville de Pointe-à-Pitre. À la date d'aujourd'hui, c'est comme un ballon d'oxygène, c'est quelque chose qui nous maintient encore en vie en considérant toutes les difficultés que nous avons. Et donc si demain, pour X raisons sur lesquelles nous ne pouvions pas avoir un mot à dire ou à expliquer ou à nous faire entendre, on nous supprimait ce parking-là, je crois fortement qu'on met un grand couperet sur la tête de l'activité commerciale du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Et donc, cette pétition est venue au bon moment, de façon à ce qu'on puisse nous entendre, nous laisser nous expliquer, parce que on ne peut pas nous imposer des choses comme ça, surtout qu'on a constaté l'importance de ce parking et surtout ce qu'on pourrait en faire pour le développer encore un peu plus. Et donc, tout le monde, enfin toute la ville de Pointe-à-Pitre pourrait être gagnante de ce pari-là. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on fasse comme si on ne nous entend pas. Voilà, un grand sujet. Donc, alors, ce que tu proposes, c'est que les gens puissent aller se rendre sur cette plateforme, change.org, pour signer cette pétition. Et quel est le but? Le but, c'est d'ailleurs qu'on se fasse entendre, qu'on reconnaisse l'importance de ce parking Quai Lefebvre pour le centre-ville de Pointe-à-Pitre, pour l'activité économique toute courte de Pointe-à-Pitre, et qu'on nous aide à le promotionner. Voilà. Et donc, c'est un cri d'alarme. Ça suffit. Un peu plus écouter les socioprofessionnels. C'est eux qui vivent le terrain, c'est eux qui souffrent de la crise en premier, et de toutes les crises d'ailleurs. Et donc, s'il vous plaît, un petit coup de main, on doit nous entendre là aussi. Bonjour, vous allez bien? C'est Moi, Mme Coquin. Oui. Juste pour vous demander, combien d'adhérents avez-vous dans votre structure? Dans l'USCP, nous dépassons les 200 adhérents. 200 adhérents, ok, parfait. Donc, normalement, vous avez au moins ces adhérents-là qui ont signé leur pétition. La pétition. Alors, on n'est pas loin, on est à plus de 100, on approche les 140 là, à 2-3 jours de la mise à disposition. Okay. Maintenant, il faut quand même reconnaître que la mise en ligne numérique d'une pétition, c'est pas donné à tout le monde d'y aller, d'accord? Donc, effectivement, un appel supplémentaire ne serait pas de trop, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Oui, en fait, ce qui est bien avec... bonjour, c'est Steve Rouillard. En fait, ce qui est intéressant avec ce parking, c'est qu'il est gratuit. Et qu'on voit, par exemple, les centres commerciaux tels que sont cités de nous, Destrelon, Millénis, effectivement, le parking est fondamental. Voilà. Je pense que vraiment, ça serait pour Pointe-à-Pitre. Ils veulent mettre quoi à la place? C'est ça que moi qui m'intéresse. De faire payant, peut-être? Oui. Ils veulent... on entend parler de chantier naval. Et ce qui nous fait un peu bondir sur cette histoire de chantier naval, parce que qui dit chantier naval dit sûrement et peut-être la suppression carrément du projet Carreau-Carabé. Alors j'avoue que ça fait une double punition pour le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Il ne faudrait pas que ça nous arrive en consécutif, surtout en ce moment. Et donc, gardons l'espoir de garder le parking tel qu'il est. Gardons l'espoir que le projet Carreau-Carabé se fasse le plus tôt possible et qu'on puisse retrouver une activité économique normale et pas souffrir comme on le fait depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donnez-nous un peu d'informations sur Carreau-Carabé. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Oui, c'est vrai. Ça fait plusieurs années, si je peux me permettre, 2020, dans les années 2016, 17, 18, on en parlait déjà. Il y avait un ancien directeur, M. Salin, avec qui on avait bien travaillé, on avait vachement avancé sur le projet. Puis après, la direction change, les idées changent. Et là, on n'entend plus beaucoup parler de ça. C'est vrai que ça nous effraie un peu. C'est vrai qu'on avait considéré que peut-être que le projet Carreau-Carabé plus le projet Action Cœur de Ville sur Pointe-à-Pitre pourrait faire un ensemble détonnant pour relancer l'activité et puis l'attrait de la ville de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe d'ailleurs, parce que qui dit touriste dit l'attrait de la Guadeloupe. Et donc recevoir un touriste dans une ville moderne, agréable
et sécurisé, ça pourrait convenir à tout le monde, Pointe-à-Pitre comme la Guadeloupe. Et donc, on y tient, ça aussi on y tient, parce que ça fait partie des éléments que nous ne pouvons pas ignorer comme un redémarrage de la ville de Pointe-à-Pitre. Oui, est-ce que ce n'est pas, ça vient pas dans le droit fil de la décision qu'il n'y ait plus de paquebots qui arrivent aussi, de touristes? Tout ça devrait être dans le droit de fil. Hein. Je sais que le port a creusé le chenal de Pointe-à-Pitre pour s'adapter à la grandeur et la grosseur et le tonnage des nouveaux paquebots de croisière. Ça a été fait. Et donc, si on peut en bénéficier du port de containerisation, on pourrait aussi, par le biais de Caracas-Bay, bénéficier pour les croisiéristes, effectivement. Et donc, c'est pas quelque chose à ignorer, c'est pas quelque chose à plus entendre. Au contraire, il faut remettre ça sur le tapis et qu'il faut que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes qu'un croisiériste de 2-3 jours peut être demain un touriste de plus long séjour. Et donc, nous n'avons aucun intérêt à ne pas considérer ça comme ça. Auriez-vous déjà pris contact avec Cap Excellence pour vous faire entendre plus? Alors, Cap Excellence est au courant du sujet, parce que Cap Excellence détient la compétence croisière et touriste de la communauté de communes. Et donc, ils sont au courant. Et nous en discutons tout doucement, gentiment. Mais là, ça va au-delà des possibilités et des compétences de Cap Excellence. C'est plutôt une plus grosse affaire régionale, départementale et étatique. Et donc, peut-être que là, ceux qui sont au-dessus de nous devraient comprendre qu'ils doivent un peu plus se servir de ce dossier-là pour se faire entendre. Ok. Bon, on va remettre encore l'image et inviter tout le monde, tous ceux qui se sentent concernés par cette question, à aller sur change.org. Ça s'appelle Sauvons le parking quai de Fèves de Pointe-à-Pitre. Merci à vous. Bonne continuation. Ok, salut. On doit se voir très bientôt pour mettre en place des travaux pour faire le point sur Pointe-à-Pitre et les avancées économiques. Donc, on se verra très bientôt. Il est parti, d'accord. Voilà, merci. On va partir pour la pub et on revient juste après. Voilà, après cette page de pub, on va mettre une vidéo qui fait un lien avec le sujet de tout ce qui concerne l'imagerie pour de tout petits et la formation, si Jordan peut la mettre. Comme ça, vous verrez un peu ce que dit ce monsieur. Bonjour, je suis Saïdou Bernabé, le cofondateur et président de Parallèle 14. Parallèle 14, c'est la première école d'animation 3D, d'effets visuels et de jeux vidéo de la Caraïbe. Et j'ai une grande nouvelle. Après pas mal d'années, enfin, on arrive sur la Guadeloupe. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire, qu'on voulait pouvoir former les jeunes de la Guadeloupe à ces métiers-là. Et du coup, aujourd'hui, on fait un appel à inscription. Venez nous rejoindre au concours d'entrée qu'on organise le 4 mai prochain. Je serai là sur la Guadeloupe pour vous accueillir, pour voir vos portfolios, pour m'entretenir avec vous et qu'on puisse démarrer cette belle aventure ensemble, que vous puissiez faire partie de la première promotion Guadeloupe de Parallèle 14. À très vite. Le 4 mai, Parallèle 14, donc les parents, là, inscrivez vos enfants. Il y a une sélection, attention, parce que c'est des cours, ça ne sera pas ouvert à tout le monde, donc il y a une présélection, c'est les animations 3D, comment ça s'appelle, VFX, jeux vidéo, etc., etc. Pour créer des jeux, pas pour jouer. Hein. Voilà. J'en ai assez pour me consacrer à jouer le jeu. Bon, ok. Alors, on va commencer sur notre sujet en attendant notre invité. Je rappelle que nous allons recevoir M. Fauvert-Savant, qui s'est excusé pour son retard, mais on va commencer toujours avec nos amis. Donc, j'aimerais qu'on puisse justement, est-ce que sur la problématique qu'on a soulevée, est-ce que en Guadeloupe, on paye plus d'impôts que dans l'Hexagone déjà? Première question. Je vais commencer. À mon avis, en Guadeloupe, on paye trop d'impôts par rapport aux pays qui sont aux alentours, dans la Caraïbe. Et à titre d'exemple, je peux vous donner un exemple, par exemple l'octroi de mer régional de production. Donc c'est un impôt qui est payé uniquement pour les sociétés qui fabriquent et qui transforment des matières premières à partir de matières premières en Guadeloupe. Et par exemple l'agrotransformation. Voilà. Et donc vous avez un type d'impôt par exemple qui est anti-économique et qui selon moi devrait être supprimé pour relancer l'industrie, relancer l'activité de production en Guadeloupe. D'accord. On sait bien que cet octroi de mer, ça finance en grande partie nos collectivités locales.
Après, oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 octrois de mer. Vous avez l'octroi de mer d'importation, qui est une taxe en fait qui est grevée sur les produits importés, et vous avez un octroi de mer régional de production. Donc en fait, pour le même nom octroi de mer, vous avez 2 octrois de mer. Et effectivement, d'où la complexité. Voilà, de la complexité. Et effectivement, c'est l'octroi de mer d'importation qui concourt principalement au financement des collectivités régionales et des communes. Alors, mis à part l'octroi de mer, est-ce qu'on a trop d'impôts par rapport à l'Hexagone? C'est la question que je posais. En fait, à Cumulé mon avis, avec la TVA et tout ça, est-ce qu'on paye beaucoup? Est-ce que l'entreprise est surimposée selon toi? En fait, à mon avis, par rapport à la taille du marché, la fiscalité en Guadeloupe n'est pas adaptée à nos entreprises. C'est-à-dire que c'est une fiscalité tout simplement pour faire entrer de l'argent dans les caisses pour l'État et pour les collectivités, mais c'est pas la fiscalité actuellement n'est pas utilisée comme un outil de développement économique. Et ce qui fait qu'en fait, on reste dans une activité de consommation. Aujourd'hui, un chef d'entreprise a plus intérêt à lancer une entreprise d'importation style commerce, import-export, je sais pas moi, téléphone portable, de bazar, que mettre en place son atelier, mettre en place une usine et produire des produits manufacturés. Et en fait, à mon avis, ce qu'on devrait faire, c'est sortir de cette logique d'économie de consommation pour être dans une logique d'économie de production. Mais pour ça, il faut que la fiscalité soit adaptée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc si je comprends bien, tu es en train de nous dire que l'État français a instauré un système qui n'encourage pas la production locale. On est bien d'accord? Tout à fait. Actuellement, lorsqu'on est un acteur économique qui produit localement, on est un peu une tête brûlée, puisque on a 100% de risque avec des taxes, comme je disais, telles que l'octroi de mer de production, qui s'impose à partir de 550 000 € de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, dans l'esprit, on n'a aucun intérêt à produire. On a plus intérêt à importer que de produire localement. Mais face à cette situation-là, est-ce qu'il y a quand même des solutions d'optimisation fiscale? C'est une bonne question. On peut pas... Il n'y a pas... Non, c'est-à-dire qu'il faut faire avec les règles et produire. Mais, selon moi, la fiscalité en Guadeloupe n'est pas adaptée, quoi. Quels sont par rapport aux différents types de statuts des entreprises de Guadeloupe, quel serait le statut où on aurait moins d'imposition? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le statut d'une entreprise, il est à la carte. C'est-à-dire que pour toi, Patrice, peut-être que le statut adéquat sera le statut de l'EURL. Pour Aimé, peut-être que le statut sera la SAS. En fait, le statut de l'entreprise, c'est un canevas, mais en fonction de la situation personnelle, de l'activité du chef d'entreprise, on choisira vraiment en fonction de ses objectifs. Mais c'est vrai que globalement, je dirais que pour quelqu'un qui démarre son activité, l'activité micro-entreprise par exemple, lorsqu'il démarre tout seul, c'est l'idéal pour démarrer. Toujours que c'est un statut qui nous permet de tester le produit, tester le marché. Mais une fois que c'est testé, quid? Mais le problème là, avec le statut de micro-entreprise, c'est que lorsque l'entreprise prend de l'ampleur et qu'on est amené à employer des salariés, prendre des risques et tout ça, on se retrouve dans une situation où les biens personnels et les biens professionnels sont confondus. Et si malheureusement l'entreprise fait faillite, on peut tout perdre, même s'il y a des mécanismes actuellement de protection de la résidence principale. Mais si, admettons, on contacte des dettes, à ce moment-là, c'est tout le foyer qui peut se retrouver en difficulté. D'où l'importance, à partir d'un certain niveau d'activité, il est plutôt conseillé de créer, de se mettre en société, style SARL ou bien SAS, pour séparer le patrimoine privé du patrimoine professionnel.
Est-ce que c'est différent entre les activités de service et de production? Est-ce qu'il y a des montants auxquels on peut dire, bon là, c'est le moment de passer en SARL ou en SAS? Enfin, à mon avis, c'est plus un critère de chiffre d'affaires. Alors, oui, il y a aussi l'activité joue. Par exemple, si vous êtes dans une activité industrielle et que vous devez acquérir une machine de 300 000 € pour réaliser les découpes, pour réaliser la production, à mon avis, il sera plus judicieux de créer une société. Parce que, bon, on imagine qu'on va devoir contracter un prêt, on va devoir faire un crédit. Et donc, le fait d'être en société, par exemple, lorsqu'on a effectivement une activité industrielle, est beaucoup plus judicieux. Mais en gros, en général, moi, je considère qu'à partir de 200 000, entre 200 000 et 500 000 € de chiffre d'affaires, il est vraiment plus intéressant de se mettre en société. Après, dans les types de sociétés même, vous avez l'URL, vous avez l'URL, la SAS. Donc après, si vous voulez, le critère de choix va jouer par rapport au statut social que prendra le dirigeant. Parce que faut savoir qu'en SAS, par exemple, les charges sociales du dirigeant sont beaucoup plus élevées qu'en SARL. Alors, je veux poser des questions plutôt pratiques aussi. Alors, concernant est-ce que le Guadeloupéen paye bien ses impôts, les entreprises? Est-ce qu'elles respectent les délais? Est-ce qu'elles payent leurs impôts? C'est une bonne question. Alors, j'ai pas les statistiques, mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises guadeloupéennes sont en retard au niveau de leurs obligations fiscales, de paiement, même de déclaration. Est-ce que c'est un problème d'information ou c'est un problème de malveillance ou un problème comment appeler ça? L'organisation. Alors, pour les problèmes de retard de déclaration, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont, je dirais pas qu'ils sont négligents, mais ils privilégient la partie technique au détriment de la partie administrative. Mais quand même, de plus en plus de chefs d'entreprise, quand même, on remarque, même les auto-entrepreneurs prennent la tâche d'un expert comptable, d'un comptable, de consultant, d'avocat. Donc sur ça, le retard commence à se régler. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont malheureusement, je dirais, ont des retards au niveau d'aide fiscale parce que on est sur un marché restreint et qui fait que les marges sont très faibles. Et donc le premier poste sur lequel va jouer le chef d'entreprise pour pouvoir survivre, c'est le poste impôt, malheureusement, poste impôt, charge sociale, qui va sacrifier. J'entends ce que tu dis, Steve. J'entends ce que tu dis, mais quelque part, si tu prends la décision d'ouvrir une structure, par exemple, on va prendre du commerce, mais tu as un prix d'achat et tu as un prix de vente. Entre les deux, tu as tes charges. Donc, est-ce que c'est pas préférable de prévoir dès le départ ces impôts plutôt que d'être surpris que ça arrive? Il faut anticiper. Et moi, je pense que c'est ça qui fait défaut le plus souvent à nos entrepreneurs, pas seulement en Guadeloupe, mais d'une manière générale, c'est qu'ils n'anticipent pas suffisamment sur tous les types de charges, que ce soit les charges sociales ou les charges fiscales. Après, il y a ça. Ouais. Oui, mais après, le gros problème qu'on peut voir, par exemple, dans le BTP, c'est que vous avez un poids du travail dissimulé des personnes déclarées qui est énorme, qui casse les prix. Oui. Et donc les entrepreneurs qui eux doivent payer le RSI, payer la TVA, payer la CFE, tout ça, eux ils sont obligés de baisser les prix pour pouvoir manger tout simplement et faire travailler leurs ouvriers. Donc c'est pas une question qui est facile. Mais cela dit, effectivement, on est dans une république française, donc on doit respecter les règles françaises, donc il faut payer les impôts et les charges sociales. Est-ce que la relation avec les impôts, depuis le temps qu'on parle de
problématiques, les Guadeloupéens ci, les Guadeloupéens, les entreprises ci. Est-ce que la relation s'améliore? Est-ce qu'on a l'impression, parce que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus les gens parlent des impôts, plus on parle de difficultés. Certains disent qu'il faut se réveiller à 4 h du matin pour avoir des entretiens. Depuis le Covid, les difficultés se sont accrues. Donc j'attendais le responsable des impôts pour en parler. Mais est-ce que les choses s'améliorent, en fait, cette relation avec l'entreprise? Enfin, moi, je pourrais pas trop. Moi, mon expérience, en tout cas avec mes clients, c'est que la situation ne s'est pas du tout améliorée. Au contraire, elle s'est aggravée parce qu'il y a toujours les queues à 4 h du matin, pareil. Ça n'a pas changé. Et en plus de ça, la difficulté principale qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, en fait. Vous avez un besoin tout simple, c'est que soit vous êtes accompagné par un expert comptable et il fait le job, et là, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas suffisamment accompagné à ce niveau-là, au niveau fiscal, et que vous voulez avoir une question toute simple, savoir quelle case que je dois cocher plutôt qu'une autre, ben, il n'y a pas d'interlocuteur au niveau des impôts aussi souvent et aussi régulièrement que notre entrepreneur pourrait souhaiter. Et c'est la remarque que j'entends le plus souvent, en tout cas. Alors c'est vrai qu'ils sont... Il faut les joindre déjà ils aussi. sont très difficiles. Ça aussi, les joindre au téléphone, c'est pas toujours évident. Je ne veux pas casser du sucre sur le dos des impôts, c'est pas ça du tout, mais il y a une réalité. Et c'est ce que j'entends le plus souvent, en tout cas. Alors ils sont très difficiles à joindre, effectivement, c'est pas évident. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts sont totalement dématérialisés. Donc maintenant, si vous voulez joindre les services fiscaux, vous devez passer par ce qu'on appelle la messagerie sécurisée. Vous ne pouvez pas envoyer un mail classique ou passer un coup de fil ou aller sur place. Vous devez passer par la messagerie sécurisée. Donc pour ça, il faut que vous ayez un compte fiscal personnel. Donc lorsqu'il s'agit de réclamations pour les impôts personnels, impôts sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, etc., vous devez vous connecter sur votre compte fiscal personnel. D'où l'importance d'avoir votre compte en ligne et envoyé par un message par le biais de votre messagerie sécurisée. Et à ce moment-là, vous avez plusieurs options, plusieurs sujets, et vous posez votre question. Ouais. Voilà, vous avez... Est-ce que les délais sont respectés? Est-ce qu'on répond toujours? Alors malheureusement, je vais pas mentir, je dirais 9 fois sur 10, on a une réponse, elle est dans les 15 jours. Tes clients disent pareil? Oui, ils ont une réponse. Mais ils ont une réponse quand ils passent par la messagerie. Oui, mais c'est obligatoire. Il faut, même pour les professionnels, sans te couper. Et comment ça se passe quand tu as un expert comptable qui a déjà pris la messagerie? Comment ça se passe? Alors si vous voulez, c'est un peu technique, mais il faut que votre expert comptable vous mette, vous permette vous créer un accès sur votre compte. Il y a donc les experts comptables, c'est vous qui gérez ça aussi? Oui, c'est ça. Non, c'est alors pour normalement le compte professionnel en ligne des impôts, il doit être au nom de l'entreprise. C'est le gérant qui doit être titulaire de ce compte-là, et l'expert comptable est suppléant. C'est-à-dire qu'il a accès au compte. Mais c'est vrai que pour des raisons de pratique et puis de rapidité, en général, souvent le client se met titulaire du compte du client, mais le chef d'entreprise on peut créer un accès pour le chef d'entreprise de manière à ce que lui aussi il accède à son compte et qu'il puisse aussi envoyer des messages d'après le service de messagerie. On va passer les audios. D'accord. Vous allez chercher de répondre parce que Bogano là. Bonjour, je suis Véronique. J'aimerais savoir si je suis bénéficiaire d'une succession. Dans quelle mesure puis-je faire entrer les actifs ou une partie des actifs dans mon entreprise? Et si oui, c'est possible, quelles répercussions, quelles déclarations dois-je faire à l'administration fiscale? Je vous remercie. Bonjour, alors j'ai une question. Je viens de changer d'implantation de point de vente et je me suis installée dans une pièce chez moi contre un loyer auparavant. Je voudrais savoir comment ça se passe pour les impôts locaux. Voilà, merci, au revoir. Y a-t-il des abattements
pour les personnes en situation de handicap. Une question concernant la fiscalité, enfin les impôts des entreprises. Si j'en ai une, c'est essayer de comprendre pourquoi en Guadeloupe on n'a pas beaucoup, davantage que ça d'entreprises qui bénéficient d'une réduction de 60% du montant de leur impôt. Hein. Enfin, 60% de ce qu'ils mettent en don, hein, de ce qu'ils pourraient donner au titre du mécénat culturel. C'est-à-dire on entend parler de défiscalisation partout, mais très rarement dans la culture en Guadeloupe, ce qui se pratique beaucoup ailleurs, y compris sur le territoire national. Donc, qu'est-ce qui empêche aux entreprises locales au lieu de donner de l'argent aux impôts, d'investir cet argent-là, parce que eux, ça leur coûte rien du tout, dans la culture, au titre du mécénat culturel. Donc ça, c'est une question que je me suis toujours posée sur un territoire qu'on dit menacé sans cesse dans son identité culturelle et pas que. Comment on fait un business quand on a peu de moyens? Notre cher intervenant est arrivé, Monsieur Fauvert-Savant, bonjour. Oui. C'est bon, c'est bon. Ben, bonjour, hein. Je m'excuse du retard, hein, compte tenu de mes obligations et de la circulation. Très bien. Mais je suis là. Voilà. C'est l'essentiel. Voilà. Donc on va essayer d'aller très très vite, il ne reste que moins de 10 minutes. Donc on va essayer de passer les audios pour répondre clairement à ceux qui nous ont posé des questions. Donc la première question, c'était, si tu avais noté? Sur les successions. Voilà, bénéficiaire d'une succession, comment faire pour réintégrer une partie de l'actif dans mon entreprise? Quelle déclaration et vers quelle institution? Voilà. Alors, je vais répondre. Si elle fait un apport à la société et que cet apport, qu'elle souhaite qu'il soit inscrit dans le capital, elle doit passer par ce qu'on appelle un commissaire aux apports. Donc, l'expert comptable va faire une évaluation, l'expert comptable ou un conseil va faire une évaluation du bien qu'elle apporte, qui est issu de la succession. Ça peut être un matériel, des machines, et par rapport à cette évaluation, il y aura un commissaire aux apports, qui est un autre professionnel, qui va valider cet apport pour que les associés minoritaires ne soient pas lésés dans le cadre de cet apport. Après, si c'est un apport qui n'est pas inscrit dans le capital, c'est ce qu'on appelle ça va créditer son compte courant d'associé tout simplement. Donc c'est un jeu d'écriture comptable avec il suffira juste qu'elle fournisse les justificatifs à son expert comptable ou à son comptable pour que les biens soient mis dans le patrimoine. Elle demandait s'il y avait une déclaration particulière à faire. Non, alors mis à part effectivement le rapport du commissaire aux apports, il y a une déclaration à faire au niveau du greffe, au niveau du greffe du tribunal avec des documents juridiques. D'accord. Monsieur Savant, si vous voulez compléter. Oui, bon, je crois qu'il vous a dit l'essentiel. Ce qu'il en est. C'est sa profession. Alors cet élément, par contre, si c'est un bien immobilier, elle doit passer par un notaire, tout à fait. Si elle apporte un bien immobilier à la société, oui, effectivement, elle doit passer par un notaire qui va valider la valeur et qui va valider aussi qui permettra aussi au commissaire aux apports de valider l'apport dans le capital. Les biens mobiliers et les biens immobiliers n'ont pas les mêmes statuts. Tout à fait. Donc pour la transmission d'un patrimoine immobilier, c'est différent de biens mobiliers. Très bien. Mais en gros, il vous a donné l'essentiel. Alors, deuxième question. Après être passé par un point de vente avec loyer à mon domicile, comment cela se passe-t-il pour les impôts locaux? Après quoi? Elle dit qu'elle avait un local et elle a déménagé, elle s'est installée chez elle, elle a pris une pièce. Et là, elle demande comment ça se passe pour la déclaration pour les impôts locaux. Vu le changement. Comment elle doit faire? Ça dépend de son statut. Au moment où elle est locataire, elle est assujettie au loyer du local. Si elle n'a plus de loyer, elle est propriétaire.
C'est un professionnel. C'est un professionnel, bien sûr. Donc, est-ce qu'il assujetti à la CFE, la contribution foncière des entreprises, sur la valeur locative de son local? Et à ce moment-là, il y aura un formulaire, un CERFA qu'elle devra remplir pour mettre à jour le nouveau local, puisque la CFE est calculée par rapport à la valeur locative. Pour connaître la valeur locative. Voilà. Mais sont bien propres. Et qu'elle soit locataire ou propriétaire? Non, mais visiblement, elle est propriétaire. Pas forcément, elle peut être locataire. Même si on n'est pas propriétaire, mais c'est calculé sur la valeur locative de toute façon. Du bien. D'accord. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des abattements pour les personnes en situation de handicap? Entrepreneurs en situation de handicap, est-ce qu'il y a des abattements fiscaux? Non, ça existe sous les impôts privés, les impôts particuliers, mais en termes d'entreprise, ça n'existe pas. Voilà. Très bien. On met les audios, s'il te plaît, Jordan. On va continuer. Alors, juste un point que je vais compléter, c'est juste que lorsqu'une entreprise embauche une personne handicapée et alors qu'elle a plus de 20 salariés, elle est exonérée de la GFIF. C'est quoi la GFIF? C'est une taxe, comme on appelle, qui est calculée sur la masse salariale lorsque une entreprise qui a plus de 20 salariés n'embauche pas d'handicapés. Donc bon, c'est pas une mesure favorable. Voilà, mais voilà, c'est juste ce point-là que je voulais préciser. On continue avec les audios. Une question concernant la fiscalité, enfin les impôts des entreprises. Si j'en ai une, c'est essayer de comprendre pourquoi en Guadeloupe on n'a pas beaucoup, davantage que ça d'entreprises qui bénéficient d'une réduction de 60% du montant de leur impôt. Enfin, 60% de ce qu'ils mettent en don, de ce qu'ils pourraient donner au titre du mécénat culturel. C'est-à-dire on entend parler de défiscalisation partout, mais très rarement dans la culture en Guadeloupe, ce qui se pratique beaucoup ailleurs, y compris sur le territoire national. Donc, qu'est-ce qui empêche aux entreprises locales, au lieu de donner de l'argent aux impôts, d'investir cet argent-là, parce que eux, ça leur coûte rien du tout, dans la culture, au titre du mécénat culturel. Donc ça, c'est une question que je me suis toujours posée sur un territoire qu'on dit menacé sans cesse dans son identité culturelle et pas que. Alors, c'est un dispositif national, c'est pas spécifique au département d'outre-mer, c'est national. Mais si aux entreprises de faire valoir leurs droits, s'ils ne font pas valoir leurs droits, ils ne vont pas en bénéficier. C'est un dispositif national. Ça veut dire que ça existe, c'est juste les entreprises qui ne font. Oui, c'est aux entreprises de demander à bénéficier de cet avantage, notamment au travers de leurs experts comptables. Voilà. Après, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas informées, mais bon, si vous voulez, on sort du Covid, donc il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de trésorerie et qui n'ont pas assez de trésorerie du moins pour pouvoir mettre en place les dépenses pour le mécénat. Donc, parce que non, mais c'est à partir de leurs impôts. Ils vont payer les impôts. Non, c'est-à-dire que ce qui est applicable au niveau national, on est en France et on n'est pas ailleurs, c'est applicable aussi dans les départements d'outre-mer. C'est à nous de faire, au travers des experts comptables, de faire les déclarations correctement. Mais c'est que, en fait, ça nécessite quand même un décaissement. Même si, effectivement, on a une réduction d'impôts, mais si l'entreprise n'a pas la trésorerie pour pouvoir faire ce don-là, elle ne fera pas. C'est ça le problème actuellement. On parle de dons effectués, on ne parle pas de dons provisoires. Oui, effectivement. Si c'est effectué, c'est un abattement. Voilà. Ok. Jordan, on continue. Comment on fait un business quand on a peu de moyens? Deuxième. Là, c'est un petit jeune qui a posé une question. Business, c'est une autre histoire. L'autre question. Alors, ouais. Attends. J'ai deux questions. Je veux tout d'abord savoir pourquoi nombreux sont les marins-pêcheurs qui reçoivent une amende de 250 € pour la déclaration à la source alors qu'ils n'ont pas de salariés. Et d'autre part, je voudrais qu'on leur explique le meilleur choix à faire pour leur déclaration, soit bénéficier de l'amende forfaitaire de 71% auquel on a droit, ou soit de faire les déclarations en frais réels.
Alors, si je peux dire, chaque entreprise est censée déclarer ses salariés auprès de l'URSSAF. Et c'est au travers de cette déclaration que les impôts sont informés, toutes les administrations sont informées de la situation de chaque entreprise et des obligations déclaratives et des obligations de paiement de chacun. Si une entreprise n'a pas de salariés, mais elle a l'obligation de faire cette déclaration, comment ça s'appelle, des déclarations de salariés, et à dire qu'elle n'a pas de salariés. Mais si on vous relance pour souscrire ces déclarations, mais il faut réagir et dire que vous n'avez pas de salariés. Donc ça veut dire que l'amende qui lui est donnée est donnée parce que la déclaration n'a pas été souscrite. Mais les impôts ne sont pas censés savoir si la personne doit souscrire ou pas souscrire. En fait c'est que maintenant, dans le système... La DSN. Tout le système est relié. Donc, à partir du moment où vous... en fait, ce qui est arrivé peut-être à cette personne-là, c'est qu'à un moment donné, il a embauché un salarié ou bien il a fait une DE, ce qui a donc activé le compte URSSAF. Et l'URSSAF informe les services fiscaux que le compte URSSAF est actif. Et donc, si vous voulez, automatiquement, les impôts ouvrent un compte pour le prélèvement à la source, attendent la déclaration de prélèvement à la source pour calculer le montant du prélèvement à la source. Donc, ce qu'il doit faire, c'est d'abord fermer son compte URSSAF. Donc, lui, comme il est marin-pêcheur, il doit passer par la caisse de Poitou-Charentes. C'est pas forcément le prélèvement à la source, hein. Mais c'est l'obligation déclarative. Comme elle n'est pas remplie, comme la personne n'a pas fait la déclaration, eh bien, elle est pénalisée. Non, mais je vais vous dire, c'est une vraie galère parce qu'on passe notre temps à régler ce problème-là. Et donc, ensuite, une fois qu'il a l'attestation de radiation de son compte URSSAF, il envoie un mail par la messagerie sécurisée pour informer les services fiscaux que le compte URSSAF est radié. Et normalement, à ce moment-là, le compte prélèvement à source sera fermé, il ne recevra plus les amendes. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais demander à M. Savant, quel est le problème? On sait que la relation est des fois compliquée entre les entreprises et l'institution. Alors, quel est le problème selon vous? Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les gens qui nous regardent aujourd'hui comprennent ce que les impôts attendent concrètement de nos chefs d'entreprise? Pour que la relation soit améliorée. Quel est le problème? Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est une question de compréhension et de rapport entre les uns et les autres. C'est comme à l'impôt sur le revenu, comme pour les sociétés, c'est la même chose. Il y a ce on est en train de tout dématérialiser, permettre que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises de faire leurs démarches par Internet. C'est la simplification administrative. Et bien souvent, ce sont les experts comptables qui gèrent pour les professionnels leurs obligations déclaratives. Et les entreprises, même, ils n'ont même pas accès à leurs dossiers sur Internet, alors qu'ils sont censés avoir accès à leurs dossiers. Bien souvent, parce que je suis souvent sollicité, quand les gens rencontrent des difficultés, ils viennent me voir, mais ils n'ont pas accès à leur dossier. Comme à l'impôt sur le revenu, on a accès à son dossier, mais à l'impôt sur les sociétés ou sur les entreprises, ils n'ont pas accès à leurs entreprises. Et pourtant, c'est une simplification pour favoriser les relations entre l'administration et les contribuables. Mais il y a, je ne sais pas, un manque de compréhension entre les experts comptables avec les entreprises qui gèrent. En fait, comme je disais, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. On va juste donner le mot de conclusion parce qu'il est l'heure. Et malheureusement. Il faut vraiment faire une autre émission. Non, on va essayer de reprogrammer tout ça. Il y a vraiment des questions. C'est un débat intéressant. Très intéressant. Non, mais on va reprogrammer tout ça. On va pas. Voilà, ça fait. Ça nous a fait, nous avons répondu ça parce que nous n'avons pas de questions. Ah oui. Et il faut qu'on réponde de manière claire et précise.
D'accord. Moi, j'avais envie de poser une question sur la question de l'accueil. Voilà, monde qui arrive à 4h du matin, est-ce que comment l'institution compte régler ce genre de problème aussi, parce que voilà, nous en 2024, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Voilà, et qu'on se comprenne. C'est bien ce que vous avez dit, que tout le monde se comprenne. Merci beaucoup. Bon appétit à vous qui nous regardez. Restez à l'écoute. Cette émission est rediffusée vendredi 15h30, comme tous les vendredis. Et nous sommes aussi sur YouTube bientôt. Et donc, toutes les émissions seront sur YouTube. Vous pourrez avoir vos archives. Merci à vous. N'oubliez pas l'illettrisme, inscrivez-vous. Jordan, merci. Et puis, à très bientôt. Bon appétit. Bon, on fait un dîner ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, ouais. C'est bon? Je serai là. Ok? Venez avec